Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Au programme de la journée et de cette vidéo, le bilan sur l'analyse technique journalière. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique en données de moyen et de long terme. Également, on verra ce qu'on peut attendre du mouvement haussier maintenant qu'une première baisse conséquente est apparue. Et enfin, le point sur les trades, que ce soit le setup 1, 2, 3 ou même mon trade résiduel haussier. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors voilà où on en est pour le CAC 40. Comme vous pouvez le voir, les baissiers ont pris le dessus au contact de cette résistance journalière 4556, 4595, également aidé par le gap des 4544, 4606. On savait que c'était difficile, on savait que c'était un cluster de résistance. On sait qu'on a la moyenne mobile à 20 jours, les Fibonacci qui traînent par là également. Donc en ce sens, la baisse d'aujourd'hui ne doit pas surprendre. Alors pour commencer, vous pouvez remarquer que on a acté par la baisse d'aujourd'hui la présence d'une oblique que l'on peut tracer ainsi, vous voyez. Et c'est vraiment au millimètre près, hein, au point près que on se retrouve avec une nouvelle oblique descendante, une résistance. Voilà, regardez, c'est magnifique. Et on suivra ça de près parce que il y a sans doute à parier pour que le passage de cette oblique suscite des nouveaux intérêts acheteurs. Pour l'instant, on n'y est pas. Alors ça m'interpelle tout de suite par rapport à la possibilité d'un trade baissier. Alors attention, il est très difficile de comprendre la situation actuelle. Certains intermédiaires n'autorisent plus les positions baissières sur le CAC 40, d'autres apparemment l'autorisent en France. Hein. Bon, à l'étranger c'est un peu différent, mais pour beaucoup, ce trade baissier que je propose maintenant n'est qu'un exercice, une application. Donc l'idée c'est que si effectivement on considère que nous sommes face à une résistance à la fois horizontale, à la fois oblique, et je le rappelle, hein, on a également les Fibonacci qui traînent par là, regardez. Ici, eh bien, si on pense que tout ça, ça fait un peu beaucoup pour un CAC 40 qui est plutôt moribond, on peut engager un swing baissier. L'idée, c'est qu'effectivement, le stop doit être relativement conséquent, hein, parce que les marchés sont très volatiles actuellement. Par exemple, voilà, si on le met à 7%, qui implique et qui autorise en fait hein, la cassure de beaucoup d'éléments de résistance, notamment le gap, on l'a dit, la résistance des 4550, la cassure aussi des 4730, bon bref, quand même pas mal de marge de manœuvre pour un dernier pic haussier. Il faut que l'objectif soit au moins de 7%. Ça voudrait dire, attendez, je me suis trompé, ça donne ça, donc c'est 10%, pardon, j'ai mal tracé mon... Donc si on accepte de faire un trade baissier avec une marge de 10%, il faut viser au moins 10% à la baisse. Ça voudrait dire que l'on vise au moins un retour hein, sur le support journalier des 3782, 3916. Hein. Bon, ça se tient, hein, pourquoi pas. Maintenant, pour ceux qui sont en position acheteuse, je vous rappelle qu'il y a un trade haussier qui a pu être engagé. Alors attendez, voilà. Il y a un trade haussier qui a été engagé, c'est la dernière fois que j'en parle, hein, pour le scénario, le setup en 1, 2, 3. Il y avait plusieurs façons de mettre un stop loss. Une des façons de faire un stop loss qu'on avait évoqué, hein, c'était donc en achetant sur le dépassement ou alors en clôture, de mettre le stop loss en dessous du précédent creux. C'est une des trois façons de faire qu'on a évoqué. Hein. Donc en mettant le stop loss ici, ça vous mettait un stop loss à peu près 10%. Pour ceux qui ont fait ça, par contre, l'objectif n'a pas été rallié. Hein. Et vous voyez, c'est toujours le problème. Hein. Plus on prend des trades avec des stops conservateurs et plus on fait des entrées conservatrices, plus ça implique derrière de mettre un objectif qui justifie la prise de risque. Et vous voyez, autant le trade pouvait être engagé avec un objectif serré si le stop loss était serré. Par exemple, si on mettait un stop sous le point d'entrée ici, hein, par exemple à moins 7%, l'objectif était rallié. Autant si vous mettez un stop loss
large avec une entrée tardive, c'est plus sûr, mais ça vous implique quand même des objectifs hein, assez ambitieux. Bon, maintenant j'arrête d'en parler. De toute façon, soit vous avez bénéficié, soit vous n'en avez pas bénéficié. Il n'y avait pas de mauvaise stratégie ici. Hein, simplement, voilà, ce sont des choix qui ont été faits pour le stop loss. Maintenant, acheter, maintenant, je ne comprends pas pourquoi on pourrait le faire. Éventuellement, si on arrive à se hisser au-dessus des résistances journalières et de la résistance oblique, je comprendrais qu'on puisse acheter. Mais là, au pied d'une résistance, je pense qu'il est un petit peu tard. À titre personnel, je vous rappelle que j'ai pris l'essentiel de mes profits sur un moyen mobile à 20 jours. Ok, j'y reviendrai dans 30 secondes. Mais j'ai laissé traîner une petite position résiduelle sur laquelle je ne vais pas revenir parce que j'en ai déjà beaucoup parlé, mais en deux mots, c'est que lorsqu'on a remonté les précédentes attaques baissières de type crash, on a vu que généralement, hein, dans la plupart des cas, on allait chercher les 38,2%. Donc moi, ma prise de profit, elle est sur 38,2%. De toute façon, il ne me reste pas grand-chose. La position haussière, c'était vraiment un petit peu symbolique. Je glisse mon stop loss sur mon point d'entrée au cas où. Hein. Mais encore une fois, j'ai sorti l'essentiel de mes profits hier au contact de la M20, ce qui me permet justement de revenir sur les éléments purement... Ah non, j'ai oublié le chandelier japonais. Le chandelier japonais du jour, il est pas bon parce que non seulement il est rouge, mais en plus, avec la bougie précédente, il forme un harami baissier et un harami baissier de mauvaise facture, enfin de bonne facture pour les baissiers, hein, puisque la clôture se fait dans la partie basse de la bougie. Hein. Ça se trade. Alors, voilà comment ça se trade. Vous avez plusieurs façons de faire. Je reviens sur tout ça dans mon module de formation sur les chandeliers japonais. Donc, c'est un harami baissier qui intervient sur support, sur résistance. Donc, c'est plutôt pas mal. Si on veut trader ça, on peut envisager, par exemple, de rentrer baissier maintenant, de mettre un stop au-dessus des plus hauts. Pour faire simple, on va prendre également au-dessus de la résistance. Voilà, on prend à 6,6%, 6,7%. Voilà, il faut viser au moins 6,7%. De toute façon, je pense que si on commence à baisser, on ira chercher le support journalier. Donc, on maintient un stop à 10%. Ça peut être pas mal aussi hein, pour justifier ce trade du harami baissier. Bon, c'est une façon de faire parmi d'autres. On peut prendre d'autres stops, évidemment plus ou moins agressifs. Hein, mais je vous donne une façon de faire. Mais encore une fois, j'insiste, hein, tous les brokers ne permettent pas de trader à la baisse actuellement. On a également la possibilité de regarder, je disais, les éléments techniques. Alors, moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 7 jours, moyenne et bande de Bollinger dans l'immédiat. Moi, ce qui m'intéresse, attendez, je vais enlever, non, je vais pas enlever, on va faire un effort d'observation, je ne veux pas tout enlever, mais vous voyez, la moyenne mobile à 20 jours, elle est là, elle a été touchée au point près, non, je vais l'enlever, sinon vraiment on voit rien du tout, c'est pas sympa. Voilà, pouf. Et la moyenne mobile à 20 jours a été touchée au point près sur la séance du 26 mars. C'est pour ça que j'ai pris mes profits. Maintenant, la moyenne mobile à 20 jours fait rempart. Moi, ce que j'attends avec impatience maintenant, c'est le bas des M20. La situation la plus noire serait que la M7 monte vers la M20, fasse semblant de la croiser, mais s'arrête avant et reparte. On aurait un non-croisement baissier fort. Ça serait absolument horrible. Maintenant, j'aimerais également vous attirer votre attention sur Alors, je vous amène un petit peu dans ma caverne pour vous montrer comment je fonctionne, puisque c'est quand même le boulot hein, du site, hein, faire du pédagogique. Je vais mettre le SAR et regardez ce qui s'est passé. Là, c'est ce qu'on appelle des idées de trade qui doivent être backtestées. Okay, qu'est-ce qui s'est passé? On sait que le SAR a été cassé par cette bougie. Ok, et à partir de là, on sait très bien qu'il est rare de ne pas aller plus haut que la bougie de cassure lorsque l'on casse le SAR. Ok, donc on est allé beaucoup plus haut. Maintenant, ce que je vous invite à regarder, c'est ce qui s'est passé lors des précédentes paniques lorsque le SAR a été cassé. Alors regardez, je vous amène, j'ai fait le travail un petit peu en amont, j'ai repéré les zones qui m'intéressent. Faut remonter assez loin. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque l'on a perdu 20%, hein, c'était donc en 2015, on a perdu vraiment très rapidement 20%, enfin 19%. Qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on a cassé le SAR, on a fait comme d'habitude un plus haut, même s'il était assez marginal, et derrière on a recassé le SAR à la baisse. On n'a pas eu la fin de la consolidation. On remonte encore en arrière. J'espère que vous comprenez à quel point c'est important de faire ce travail. Je sais que pour certains, c'est une perte de temps, mais si vous voulez vous en sortir en trading et en analyse technique, vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. J'espère vraiment que vous le comprenez. Regardez cette baisse qui est de 20,9%. On a cassé le SAR.
et puis derrière on l'a recassé à la baisse ici. On a cassé le SAR, et puis on l'a recassé à la baisse. Vous allez comprendre où je vais en venir. Sur ce dernier exemple, on parle de 5 exemples d'affilée. Ok, on a cassé le SAR à la hausse, puis on l'a recassé à la baisse. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que si vous faites de l'analyse technique, vous devez tirer parti de l'historique. C'est ça qui vous permet de vous mettre du côté des statistiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire dans notre cas d'espèce, les 5 dernières fois où il y a eu des baisses colossales, eh bien, on a cassé le SAR à la hausse. Et puis derrière, ça n'a pas voulu dire qu'on était reparti comme en 40 par la suite. Ça voulait dire qu'à un moment, bon, on faisait un plus haut. Et puis de toute manière, on a toujours recassé le SAR ensuite. Donc si on applique ça, ça veut dire que on ne peut pas être résolument haussier et optimiste en ce sens que lors des précédentes occurrences, eh bien même après la cassure du SAR, on a recassé le SAR à la baisse. Après, ça se trade, ça se traite tout ça, parce que si vous voyez où je veux en venir, eh bien vous pouvez, une fois que vous voyez ce qu'il est censé se produire, eh bien lancer un trade avec un ratio gain-risque qui est intéressant. Mais après, bon, vous avez toujours le même travail de gestion du trade. J'espère vraiment, c'est la 4e fois que je le dis, mais que ceux qui n'ont pas zappé la vidéo parce qu'ils ont trouvé ça trop ennuyeux comprennent l'impérieuse nécessité de faire ce travail. Regardez les autres éléments techniques. En fait, c'est pour ça que ma formation intégrale peut vous intéresser. Parce que dans ma formation intégrale, vous avez tout ce travail que j'ai accumulé depuis 10-15 ans d'analyse technique où je vous montre des choses qui sont susceptibles de se passer. Donc, ça vous fait gagner quand même beaucoup de temps avec les exercices corrigés derrière. C'est tout l'intérêt de la formation intégrale. Alors, je disais que pour les indicateurs techniques, on a 2 choses à remarquer. La première, c'est que les indicateurs techniques rapides sont toujours haussiers. Le signal haussier a été donné très bien par le CCI, par le stochastique en son temps et par le MACD0. On a vu également qu'il y avait eu contagion au MACD qui avait donné son signal haussier au RSI qui était sorti de sa zone de survente et qui avait dépassé 50 et seul le momentum restait négatif. Bon, globalement, c'était bien au niveau des indicateurs techniques rapides et c'était neutre à ballottage favorable pour les indicateurs techniques lents. Le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est les volumes. Regardez comme depuis que la hausse a repris, c'est-à-dire on a repris à partir de cette date-là à peu près. Regardez la baisse des volumes. Et ça en dit long. Ça veut dire que c'est pas du tout l'engouement pour acheter des actions actuellement. Les volumes baissent. C'est plus un répit qu'autre chose apparemment. Et ce qui nous amène donc pour terminer à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, c'est pareil. On pourrait dire tellement de choses, mais ça ferait des vidéos de 1 heure à chaque fois. Je sais très bien que après ça devient un peu lourd. Mais voilà ce qu'on a pour l'Ichimoku, très intéressant. On a la situation où la tendance est baissière puisqu'on est en dessous de la SSB, en dessous de la SSA, en dessous de la Kijun, mais c'est baissier en situation de pause, de consolidation puisque vous voyez, la SSB n'est plus descendante, elle est plate, la Kijun a été plate, là elle redescend avec la bougie du jour, mais globalement voilà, c'est baissier mais avec rémission et c'est donné également c'est par le fait qu'on soit au-dessus de la Tenkan qui monte, mais là les traders Ichimoku ils sont là, ils sont là. Dès qu'il y a une hausse, si on touche la Kijun et qu'il y a une bougie délétère suite au contact avec la Kijun, ceux qui peuvent trader à la baisse traderont à la baisse, les autres adopteront sans doute un biais baissier. Bon, je pense qu'on a fait le tour, c'était une longue vidéo, je suis désolé si ça a été un petit peu difficile à comprendre pour les débutants. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo les autres vidéos disponibles.